Salut à tous, c'est Yepa pour Poker Academy. On va attaquer une petite vidéo sur le PLO, intitulée le PLO depuis la base. Donc, qu'est-ce que le PLO, quelles sont les différences avec le No Limit Hold'em, et tout ça. Donc c'est parti. Donc on reçoit au PLO 4 cartes, contrairement au Hold'em auquel on n'en reçoit que 2. Et ces 4 cartes nous permettent de réaliser 16 432 mains, soit 270 275 combinaisons. Si on fait cas des différences de couleurs et que sur As de cœur, Roi de carreau, Dame de pique, Valet de trèfle, bien par exemple le Valet de trèfle, on le passe en Valet de cœur et donc c'est une combinaison différente. Les équités sont beaucoup plus resserrées qu'au No Limit Hold'em. Par exemple, une paire d'As aura rarement plus de 65% d'équité. Il y aura des cas où ce sera un petit peu supérieur, mais à retenir que la moyenne ce sera ça. Sauf sur des mains très dominées, une main en face qui comporte un As, une combinaison suitée que l'on domine, et imaginons une main du type As-Roi-Roi chez nous, et à ce moment-là l'adversaire aurait As-Roi, As-Roi 7-2 par exemple, avec un seul suite qui soit 7-2 et que nous on dominerait sur notre slash draw par exemple. Donc les règles, tout ce qui touche au déroulement du coup est strictement la même chose que Hold'em. À savoir donc qu'il y a un tour d'enchère pré-flop sur lequel on a donc les blindes qui sont forcées, donc petite blinde avec grande blinde à la suite du bouton, et le coup démarre au joueur suivant, donc directement à la gauche de la grande blinde, strictement comme Hold'em. Le tour d'enchère se déroule de la même manière, avec des calls ou des relances qui induisent de nouveaux calls, des folds, etc. Et ce jusqu'au retour de tour de Big Blind, qui ici il conclut donc par un call ou un fold. L'action s'arrête à ce moment-là et on dévoile le flop. Surtout le déroulement lui-même, donc il n'y a strictement aucune différence. Là où on a par contre une différence, et qui est vraiment une différence majeure, et qui est même la vraie différence entre le Hold'em et le Pot Limit Omaha, c'est que sur les 4 cartes que l'on reçoit, on en utilise 2 et toujours 2. C'est-à-dire qu'à l'abattage, notre jeu de 5 cartes sera composé toujours de 3 cartes du board et de 2 de nos cartes privatives. Il faut donc faire très attention à la main que l'on détient, parce qu'il y a certaines petites on va dire appréciations à avoir et des habitudes, on va dire une gymnastique à intégrer qui peut être un petit peu déroutante dans les premiers temps pour les joueurs qui viennent du Hold'em et qui sont habitués à pouvoir jouer strictement le board. Si le board affiche une quinte flush et que personne ne fait une meilleure quinte flush que celle posée, ce qui est un cas très rare aussi bien pour le board, et encore plus rare d'avoir une carte qui fasse une meilleure quinte flush que ce qui est posé. Donc ici ce sera impossible. Il y a des cas de split, bien sûr, par exemple sur un board qui affiche 10 valets dames, et un cas où 2 joueurs ont As-Roi tous les deux. Les splits existent, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que les joueurs complètent la même combinaison max avec 2 de leurs cartes et toujours 2. Pour un peu plus de compréhension, on va prendre 2-3 petits exemples. Alors, premier exemple, sur un board affichant 4 cœurs de fuite 7-6 et un pique le 3, quand on a en main l'As de cœur et à Dame Valet 10 de pique, on n'aura jamais flush ici. Toujours sur le même principe qu'on utilise 2 cartes de notre main et toujours 2. Et ici, dans la mesure où on n'a qu'un seul cœur, on n'aura jamais flush. Ici, ce serait notre meilleure main sera donc en fait une quinte 7, 8, 9 avec notre valet et notre 10. Donc la moindre couleur en face nous écrase complètement. Un autre exemple avec une main sensiblement identique, avec As de cœur, Dame et Valet de pique et le 10 de trèfle, sur un board affichant 3-8, une Dame et un 2. Et ici, quelle est votre main? Donc ici en fait on a un bran de 8 avec As-Dame en kicker. Donc les deux meilleures cartes de notre main qui complètent
le meilleur jeu possible avec les 3 du board. Donc si notre main, ce sera le brelan de 8 accompagné de notre as de cœur et de notre dame de pique. En fait ici, la paire de dames n'a aucun intérêt. Le meilleur jeu possible pour nous est ce brelan de 8. Un autre petit test, on va dire, avec strictement la même main, sur un board affichant 2 dames, 2 7 et un 3, et donc une couleur possible à carreau avec le dame 7 3. Donc avec notre main as dame valet 10, quelle est la meilleure main qu'on va pouvoir amener à l'abattage? Ici la meilleure main sera un brelan de dame, donc les 2 dames du board plus la nôtre, accompagné donc de notre as et donc d'un 7 du board. Donc ici on utilisera dame 7 du board plus notre as dame. Donc ici encore par exemple une flush quelconque nous bat. Un autre point de règle un peu différent, et même si pour autant en fait ça tient pas réellement à la différence Omaha Hold'em, puisque le Hold'em peut aussi se pratiquer en pot limite. Il y a même, de mémoire si je dis pas une ânerie, même un event, voire plusieurs de pot limite, notamment WSOP tous les ans à Vegas. Donc c'est la limitation des mises. Donc ici, quand on va vouloir faire une relance max, on ne pourra pas faire une relance à tapis, sauf à avoir un tapis microscopique qui rentre donc dans le cadre de la mise maximale. Pour calculer la mise maximale, en fait, on prend 3 fois la mise précédente, que ce soit un call ou un raise, un simple limp, auquel donc on triple donc cette mise précédente et on additionne le montant du pot préalable. Un petit exemple, donc imaginons des blindes à 50 centimes 1 euro, et nous sommes de grandes blindes, donc nous allons poster 1 euro. De non-fold jusqu'au bouton qui lui open à 2,5 bb. La petite blinde se couche, quelle est la mise maximale que nous pouvons faire? Donc si on reprend l'idée 3 fois la mise précédente, donc ici les 2,5 multipliés par 3, plus le pot avant la mise du bouton. Alors, il est important de savoir, j'ai gardé à l'esprit, mais une fois qu'on le sait, c'est de les garder à l'esprit, c'est que l'on ne peut pas compter notre propre mise. C'est-à-dire qu'on est limpé. Ici on est big blind, mais si on avait même limpé UTG, on ne pourrait pas l'intégrer dans le calcul. C'est donc le montant du pot moins notre propre mise préalable à la mise qu'on va réaliser, donc au raise qu'on va réaliser. Donc ici la mise max serait de 2,5 multiplié par 3 plus la petite blinde, et donc ce qui ferait 7,5 plus 0,5, soit en fait un montant de 8 tout simplement. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce que le PLO. Le PLO est un jeu post-flop. On a déjà parlé du fait que les équités soient beaucoup plus resserrées qu'au No Limit Hold'em. Et de ce fait, en fait, le jeu se joue énormément post-flop. À ce titre, le PLO est un jeu de tirage et c'est aussi un jeu de notes. Quand je parle de jeu de notes, je veux surtout dire, notamment dans les premiers temps, les balbutiements, et on va dire les quelques premiers milliers de mains qu'on va jouer à ce jeu, il est à mon sens très très important de toujours chasser le jeu max pour ne pas se retrouver dans une situation en fait où on va se retrouver à l'abattage avec une flush hauteur valet pour s'écraser complètement sur le flush draw max à l'as, ce qui arrivera très très souvent, et donc il vaut mieux être du bon côté des draws et toujours avoir la plus grosse force possible. Donc c'est un jeu de tirage, notamment les flush draws, mais aussi, voire surtout après les avis divergent sur le sujet, un jeu de tirage quinte. Contrairement au Hold'em où dans le meilleur des cas on aura un tirage quinte, un type open-ended avec 8 out, on peut se retrouver au PLO avec à chasser 20 out. Sur les plus gros tirages, par exemple, en fait, quand on va avoir 9, 8, 5, 4 et que le flop va tomber 7, 6, 2. Là, on aura le plus gros draw possible. Si on combine ça avec un flush draw qui ne soit pas dominé par ailleurs, on va se retrouver avec quasiment 30 out, on va dire 29 out,
sur 48 cartes restantes. C'est-à-dire qu'on sera même devant un brelan flopé. Donc, tout cela dit, maintenant, on va regarder un petit peu les lignes que l'on peut adopter au PLO. Donc les moves sont strictement les mêmes. Pré-flop, open raise, 3 bêtes, limp, call, 4 bêtes, 5 bêtes, etc. Bon, on n'aura pas de 4 bêtes chauffe, sauf à être très peu deep du fait de la limitation au pot de la mise. Par contre, tout le reste, on va dire, du bagage de move sera strictement le même. Post-flop, là encore, toutes les options restent les mêmes. Donc check, mise, check raise, call, etc. Le c-bet à lui tout seul pourrait vraiment faire tout un chapitre de livre, voire un livre complet au PLO. Il y a différentes façons d'aborder le c-bet. Les stats sont évidemment très très importantes. Plus le joueur en face de nous gérera facilement au c-bet, plus il sera intéressant d'en réaliser. Après, selon le type de force que l'on aura trouvé, l'équité qu'on estimera avoir, il peut être intéressant, et évidemment plus en position qu'hors de position, d'attendre la réalisation d'équité, notamment imaginons le cas où on est un as suité et qu'on trouve notre flush draw au flop, mais sur un flop très très connecté. Imaginons un flop 5, 6, 7 avec 2 cœurs et qu'on est As 10, As Valet 10, As Valet 10, 2 avec 2 cœurs. En gros, on n'aurait vraiment pas grand chose d'autre que notre flush draw, et donc son équité reste la même qu'au No Limit Hold'em. En gros, on fera notre flush une fois sur 3 et on a garde notre roue de secours. Et là, les reads sur les adversaires seront vraiment très importants. Usage du tracker ou non, même si évidemment pour moi le tracker reste quelque chose d'essentiel en cash game, voire vraiment d'indispensable. On pourra balancer un petit peu entre un jeu agressif et un jeu un petit peu plus passif en attendant d'avoir réalisé notre équité pour reprendre des lignes de mise. Ça peut paraître un petit peu déroutant pour un joueur de Hold'em. Je pense que c'est vraiment aussi très très vilain indépendant. Plus l'adversaire va être adepte du check raise, plus je vais en position de prendre cette ligne de réalisation d'équité par exemple, et plus bon, il jettera et aura un taux de check raise ou de donc bet important, et donc quand il donc bettera pas, il sera à peu près sûr, ou en tout cas l'estimation pourra être affinée en ce sens qu'il n'ait pas grand chose, qu'il n'ait pas trouvé grand chose sur ce flop, et je pourrais miser en semi-bluff. Mais vraiment, il y a une balance à faire pour aussi pas devenir exploitable et puis CBT à tout va. Alors, si j'avais strictement rien, quelque part je CBTrais, je prendrais ma chance, c'est évident. Par contre, à partir du moment où on a une équité malgré tout qui reste réelle, mais sur laquelle on n'a pas envie de prendre un check raise, imaginons que le joueur en face de nous ait tout simplement floppé la quinte, et qu'il ait constaté qu'on CBT relativement souvent, il peut très bien nous attendre au tournant et nous mettre en une position difficile avec un check raise qu'on pourra payer malgré tout au regard de la cote, sachant qu'en fait une mise à pot induit toujours, mais vraiment toujours, 33%. C'est-à-dire qu'il nous faudra 33% d'équité pour payer une mise pot de façon normale en étant dans les clous. Alors ensuite de ça, évidemment, les profondeurs de stack rentreront en ligne de compte. Est-ce qu'on est deep, est-ce qu'on sera commit? Je dirais ça, des variables qui existent dans les autres jeux, donc c'est vraiment pas le sujet. Par contre, vraiment, c'est cette petite balance entre... je dirais qu'il y a aussi deux écoles, notamment si on prend le cas des lois qui, lui, est très très partie prenante du check avec le tirage flush, et les écoles à la base dont je fais plutôt partie, qui sont de mise agressivement,
Mais là encore, tout va dépendre, bien évidemment, du profil de l'adversaire concerné, quoi. Pour en conclure, ou pas, avec le sujet, le jeu agressif, par contre, se légitimera complètement à partir du moment où on aura une équité qui sera supérieure et sur laquelle on n'aura pas de soucis ou pour call, que ce soit entre guillemets en trappe ou parce qu'on aura une équité qui justifiera d'aller au bout. Si par exemple en plus de nos flush draw on a évidemment la quinte ou un tirage quinte supérieur, ou qu'on a et un brelan et un flush draw, et auquel cas le fait de vouloir tout envoyer se justifiera complètement. Pour revenir au jeu par contre agressif, quelque chose qui va peut-être paraître un petit peu paradoxal avec ce que je viens de dire, il faut à mon sens proscrire complètement le slow play. En gros, ça va être bet ou give up. Alors quand je dis bet, à partir du moment où on aura une main forte, à partir du moment où on aura une équité importante, je parle pas des considérations de bluff ici, je parle vraiment de mains puissantes qu'on va avoir. Dans la très grande majorité des cas, voire quasiment tout le temps, le slow play est vraiment à proscrire. Évidemment, sauf des mains type incassables, qu'on pourra slow player en espérant voir notre adversaire améliorer, etc. Une des raisons pour laquelle aussi le slow play me paraît vraiment peu approprié, en dehors du fait de repasser derrière, attention au PLO, une carte peut quasiment tout changer, c'est qu'en face de nous, l'adversaire aura très souvent de quoi nous payer. Dominer, c'est encore mieux, mais il aura très souvent de quoi nous payer. Quand on va voir flopper la quinte, mais que par exemple il va y avoir 2 carreaux dessus, le joueur peut très bien avoir 2 carreaux et être à même de nous payer au minimum une mise au flop pour lâcher turn, ou pas, s'il a aussi un petit peu autre chose qu'un flush draw, et voir pour pas mal de gens, malgré tout, on en croise énormément comme ça, être capable de payer un flush draw jusqu'à la river et de lâcher pour une mise quasiment ridicule à la river parce qu'ils ont tout raté. La value est énorme sur les jeux faits qu'on domine ou sur les tirages moins forts. Je dirais qu'il serait presque criminel de ne pas miser et de rater la value. La protection en elle-même, je dis absolument pas qu'on ne mise pas pour value et protection, mais malgré tout, très souvent, les joueurs auront de quoi payer, et aussi du fait de la limitation de la mise au pot. C'est-à-dire qu'une mise pot, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'adversaire aura besoin de 33%, même si on mise nous-mêmes à la hauteur du pot. Ce qui fait qu'un flush draw aura la cote, ce qui fait que un tirage quinte type open-ended, voire un petit wrap de quinte un petit peu supérieur aura la cote, etc. Donc très souvent on mise plus pour value que pour protection. Encore une fois, j'ai dit que je ne parlerai pas de bluff dans cette vidéo. C'est vraiment un autre volet et vraiment d'autres concepts dont on parlera plus tard. Une des situations les plus profitables au PLO, c'est le cas de free roll, c'est-à-dire c'est les cas où nous-mêmes nous avons le même jeu max par exemple, le même jeu fait que l'adversaire, mais où nous on a une capacité de tirage supplémentaire. Par exemple, on prend le cas où on a As-Dame de pique, Valet 10 de cœur, sur un flop, Roi Valet de pique, 9 de carreau. Quand l'adversaire a lui-même Dame 10 en main, on partage la quinte max ici. Par contre, nous on a le retirage pour la quinte supérieure, plus le tirage flush. Cette situation est extraordinairement profitable, dans le sens où de toute façon, on joue pour un partage sur la plus grande portion de notre équité, mais malgré tout on aura une grosse chance de gagner le coup. Ici en fait sur cet exemple on aura donc 73% de chance de gagner. Alors ici de gagner, ça intègre aussi le split, et donc dans le split en fait va représenter 25% de notre équité, 25% des 73.
Donc il va quand même nous rester quasiment 50% de chance de remporter le coup. Une fois sur deux, on va remporter le coup. Et le reste du temps, une fois sur deux, on va partager le coup. Et le reste du temps, on va le gagner. Jamais on ne va perdre ce coup. Ici, donc, on joue un coup sans risque, puisque le plus mauvais cas pour nous sera le partage. Alors que l'adversaire, lui, ne joue que le partage. On va en terminer sur cette vidéo en parlant de la position, de la force de la position. La position est vraiment primordiale, elle nous permet de varier le jeu, de contrôler le coup, la taille du pot, de choisir entre un jeu agressif ou une réalisation d'équité, en prenant notamment l'idée du flush draw sec dont on parlait tout à l'heure, sans aucune roue de secours. On pourra plus facilement prendre une free card en position pour espérer réaliser notre équité. Si c'est bête peut être de mise face à un joueur qui a un taux de fold important post-flop, son TT turn sans rien avoir d'autre que le flush draw peut nous mettre vraiment dans une mauvaise situation face à un check raise ou un joueur qui nous collera encore donc sur la turn, nous condamnant soit à bluffer peut-être une main faite mais moyenne, mais qui sera un bon bluff catcher, voire un peu plus, et qui ne lâchera pas de toute façon, soit évidemment à compléter notre tirage sur la river, ce qui nous permettrait de quelque part de faire du dégât. Le jeu en position nous permettra aussi, par exemple, par contre, en ayant percuté notre flush à la turn, ou dans des cas un peu meilleurs où on aurait un combo draw, donc toucher et compléter et encore avec un retirage, par exemple, quand on a touché notre quinte à la turn mais qu'on a un retirage vers la flush max, on pourrait très bien, par exemple, par contre là, envisager de temps en temps un petit slow play, on va dire, pour induce bluff de l'adversaire. Surtout par exemple en disant bon voilà, je sais bête parce que j'ai le flush draw, la turn arrive, elle est censée pas être pour moi, j'ai pas touché, je check, la river en compte ne va rien changer, l'adversaire pourrait très bien le prendre vraiment comme de la faiblesse et envoyer une salve sur la river, alors qu'en fait on aura la quinte max par exemple. Le c-bet pourra malgré tout prendre, et plus les joueurs sont larges en face et plus ce sera vrai. Quand je parle de large, je parle pas de collant post-flop, je parle vraiment de large, de joueurs qui vont jouer des 65-80 de VPIP, et on en voit vraiment quasiment, peu importe, j'abuse un petit peu, mais même à des low et middle stake. Donc vraiment, par contre, le c-bet sera très souvent sur un flop comportant un as, comportant des grosses cartes, face à des joueurs qui défendent tout et n'importe quoi. Le c-bet permettra très souvent de gagner le coup. Je serais tenté de dire que la force de la position est évidemment connue par les joueurs de No Limit Hold'em, mais que ce qu'on a entrevu ou ce qu'on peut percevoir au Hold'em, on multiplie par 1000 et on arrive un petit peu, on arrive à peu près à quelle est réellement la puissance de la position au PLO. Le long bet n'étant d'ailleurs pas du tout un aveu de faiblesse au PLO. Par exemple, imaginons que vous défendiez en big blind avec un rundown. Donc pour mémoire, un rundown c'est 4 cartes connectées. Donc imaginons 8, 7, 6, 5, et que vous floppiez que le flop arrive donc 4, 5, 6, donc vous floppez votre quinte. Malgré tout, plein de situations énormément de cartes peuvent à la turn compromettre un petit peu la force de votre main, donc en apportant des cartes sur le haut déjà du flop qui vont ouvrir, si ce n'est des quintes, mais en tout cas des tirages quintes supérieurs à celles que vous détenez, que ce soit si c'est dans le cas d'un flop bicolore, que ce soit une turn qui complète la couleur, ou voire qui amène un backdoor, et ce qui pourrait donc rajouter de l'équité à l'adversaire, qui du coup pourrait vouloir s'accrocher et aller plus loin dans le coup. Donc la position va permettre, face à un long bet notamment, soit de sortir du coup
à moindre frais quand vraiment on a complètement raté notre flop, soit payé avec une équité, soit relancé, évidemment, si vraiment on se trouve dans une bonne situation sur le flop. Ce sera tout pour on va dire cet épisode. J'espère que ça aura apporté aux joueurs qui débutent cette variante, quelques informations et un petit peu de visibilité sur ce qu'est le PLO. Voilà, c'était Yepa pour Poker Academy. Je souhaite bonne chance à table à tout le monde et aussi pour tout le reste. Ciao ciao.